Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à une semaine de la réouverture des écoles, des syndicalistes et enseignants dénoncent une rentrée de tous les dangers. Au regard du risque élevé de contamination au Covid-19, cette communauté éducative s'insurge contre l'inexistence d'un plan pédagogique et sanitaire spécial pour l'encadrement des enfants inscrits en classe d'examen. Faut-il aller directement vers les examens de fin d'année ou maintenir la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire 2019-2020? Vous verrez dans ce journal comment l'opinion publique est divisée sur ce sujet. Et le débat politique au Cameroun est-il le théâtre d'agression des leaders d'opinion alors que des jeunes activistes manifestant devant la résidence de Maurice Kamto l'ont mis en garde contre son prétendu tribalisme et ses supposés soutiens aux casses des ambassades camerounaises. Le MRC crie à la tentative d'agression et d'assassinat de son leader politique. Dans les rangs du SDF, on condamne une tentative d'intimidation des responsables politiques de l'opposition. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que le Cameroun enregistre un pic de la pandémie du coronavirus lié à la multiplication des cas de contamination communautaire, le gouvernement maintient le cap sur une rentrée du troisième trimestre prévue le 1er juin 2020. Cependant, des enseignants et des syndicats constatent qu'il n'y a aucun plan pédagogique spécial pour l'encadrement des élèves inscrits en classe d'examen, encore moins un plan sanitaire pour l'accompagnement de ces élèves, des enseignants qui se plaignent, qui manquent cruellement de moyens pour respecter les gestes barrières. Dans un tel contexte, la rentrée du troisième trimestre est-elle possible? Des enseignants et leurs syndicats affichent leur désaccord contre la rentrée de tous les dangers. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Jean-Paul Founiat. Sur la détermination du gouvernement Diongouté de rouvrir les portes de l'école le 1er juin 2020, le syndicat des enseignants des établissements privés du Cameroun n'est pas content de la marginalisation du corps enseignant et des parents d'élèves dans la prise d'une décision lourde de conséquences pour la survie de la communauté éducative dans un environnement où le coronavirus menace de décimer la population camerounaise. Le nombre de malades, le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Nous pensons qu'on ne devrait pas y aller de façon légère. C'est un grand risque. Et en tant que partenaire, on ne saurait se taire devant une telle situation où on n'a même pas jugé utile de nous associer. Nous sommes vraiment déçus. Pour l'essentiel des mesures arrêtées, en l'occurrence, la réduction des effectifs déjà pléthoriques d'une centaine d'élèves à 50 par salle est simplement aberrante. Au départ, le gouvernement nous avait fait savoir qu'il fallait 24 élèves. Quelques semaines après, nous nous retrouvons aujourd'hui à 50. La configuration des salles, pour l'essentiel actuellement, ne mérite pas qu'on parque 50 gamins dans une salle, plus un enseignant. À défaut d'une année blanche, il recommande un rééchelonnement de l'année scolaire jusqu'à la composition et la correction des examens officiels, quitte à décaler la rentrée 2020-2021. Et pour ce faire, le syndicat des enseignants du privé du Cameroun exige du gouvernement de la République une disponibilité permanente des gels hydroalcooliques, de l'eau et du savon pour le lavage des mains dans tous les établissements scolaires du pays, leur désinfection 2 fois la semaine et la distribution gratuite des cache-nez à tous, ainsi qu'une prime de risque. Que ces enseignants qui vont prendre ce risque, au péril de leur vie pour certains, qui devront avoir un surpoids de travail, il faut que les pouvoirs publics songent à mettre à leur disposition un peu plus de moyens, c'est-à-dire des primes de risque en quelque sorte. Et si de toutes ces propositions rien n'est retenu par le gouvernement, ce syndicat demande aux enseignants et parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison dès lundi prochain. Et nous interpellons les parents d'élèves aussi, qu'ils prennent leurs responsabilités. Un enfant de mort ne pourra jamais être remplacé par un diplôme. Je veux dire, un diplôme ne peut pas remplacer un enfant. Mieux vaut d'abord prévoir, mettre toutes les dispositions pour que la santé soit sauvegardée, que de se précipiter en offrant comme ça les vies humaines. Le syndicat des enseignants des établissements scolaires privés du Cameroun a donc tiré la sonnette d'alarme. Sera-t-il écouté des parents d'élèves ou du gouvernement camerounais? Là est désormais toute la question.
Une autre question qui se pose avec acuité, faut-il maintenir cette fameuse rentrée du troisième trimestre prévue le 1er juin prochain ou alors adopter d'autres résolutions? Des syndicalistes sont formels. Il faut reporter, selon les syndicalistes, la rentrée du troisième trimestre afin de discuter avec tous les acteurs de la communauté éducative sur les mesures d'hygiène à mettre sur pied et les mesures d'accompagnement indispensables pour éviter les risques de propagation de la pandémie du coronavirus. À cet effet, je vous propose d'écouter ce syndicaliste qui s'exprime sur la rentrée du troisième trimestre 2020. Nous avons été au courant d'une correspondance adressée au ministère de la décentralisation pour la désinfection. Nous trouvons que c'est une disposition prise tardivement. Nous avons dans le littoral plus de 4000 établissements au niveau de primaire seulement, sans compter le nombre d'élèves, sans compter les secondaires. Alors, la lettre est partie le 19. Nous sommes dans une succession de fériés. À quel moment une telle correspondance pourra produire les effets escomptés? Devant cette attitude-là, qui ne cadre pas avec la responsabilité qu'il faut dans des situations pareilles, il faut que chaque citoyen, chaque enseignant prenne ses dispositions pour se protéger, puisque on va à l'école pour la vie. On ne va pas à l'école pour rencontrer la mort. Que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les élèves. Donc nous réitérons, nous insistons que le gouvernement revoie la reprise du premier de manière à ne pas exposer davantage des enfants, les enseignants. Et comment réagissent des parents d'élèves sur cette épineuse question de la rentrée du troisième trimestre dans ce contexte de crise sanitaire? Certains ne sont pas favorables au retour de leurs enfants à l'école, redoutant les risques de contamination au Covid-19 et déplorant l'insuffisance des moyens d'accompagnement et de protection des enfants. Par contre, d'autres estiment qu'il est nécessaire que les enfants retournent à l'école afin de pouvoir affronter les épreuves des examens de fin d'année scolaire 2019-2020. Ils s'expriment dans ce reportage qui signe Kediara. Sur la rentrée scolaire prévue le 1er juin, les parents d'élèves ne font pas confiance aux mesures annoncées par le gouvernement pour la protection de leurs enfants contre le coronavirus. Nous n'avons pas de certitude, parce que notre gouvernement est tel qu'il pense bien, mais sur le plan de la pratique, c'est souvent autre chose. Ce qui est dit n'est pas ce qui est fait. Nous avons des doutes, de toutes les façons, nous avons des doutes. Même les masques aujourd'hui, qu'on le partage partout dans certains pays, nous les achetons. Une fois de plus, peut-être que si comme aujourd'hui, nous vendons le masque à 1300 francs. Imaginez un peu, c'est-à-dire à prêter au moins 10 000 francs pour sécuriser l'enfant par rapport au masque, par rapport au gel. L'APE n'a même pas de moyens pour faire tout cela. Et le gouvernement non plus n'est pas en train de vouloir mettre les moyens sur pied pour pouvoir sécuriser les enfants. Pour beaucoup d'entre eux, à la question de savoir si oui ou non, les enfants reprendront bel et bien le chemin de l'école ce 1er juin, la réponse tombe tel un couperet. Je ne peux pas laisser mes enfants aller à l'école lundi parce que c'est les risques. Si l'enfant porte la maladie à l'école, il va tuer toute la famille. Mes enfants, je préfère qu'ils restent à la maison pour attendre vraiment que les choses puissent changer. Il est hors de question que vous envoyez les enfants à l'école. On ne peut pas vous dire qu'il y a un pic d'IA de 500, près de plus de 500 malades en moins de 2 semaines, que le président de la République a essayé de décongestionner la situation en demandant aux bars d'ouvrir et qu'on envoie les enfants à l'école. Je crois que ça, c'est envoyer les enfants à la mort. Pour ces parents réticents, le gouvernement devrait prendre exemple sur des pays plus développés qui, à l'instar de la Chine, ont mis sur pied un ensemble de mesures draconiennes de désinfection des salles de classe et des enfants, en plus du respect strict des règles barrières. Ils ont désinfecté les écoles. C'est ça le problème. Quand tu vois dans d'autres pays, par exemple en Chine, quand tu vois les enfants vont à l'école, mais tu vois ce qu'on fait. Mais ici, là, est-ce qu'on peut faire ça? Il faut tout de même préciser que d'autres parents choisissent d'être moins durs et de jouer la carte du meilleur risque. Le meilleur risque, c'est qu'on soit responsable et qu'on envoie les enfants à l'école. Ce que les enfants vivent aujourd'hui, moi je l'ai vécu en 72 avec le choléra. J'en mourais par milliers au Cameroun. Et cette expérience me fait encore penser qu'aujourd'hui, on peut demander à tout le monde de ne pas penser ça comme un chantage, comme une invention. Cette maladie est réelle et qu'on soit assez responsable et prudent. Rendez-vous est donc pris le 1er juin prochain pour savoir si oui ou non les salles de classe
seront occupés. À l'approche de cette fameuse rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en 2019-2020, l'opposition critique le laxisme des pouvoirs publics dans le développement des nouvelles technologies, lesquelles auraient permis de faire face à la crise sanitaire et son impact dans le secteur de l'éducation. Cependant, dans les rangs du parti au pouvoir, l'objectif est de sauver l'année scolaire 2019-2020. Réaction croisée de la classe politique dans ce reportage que signent Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. Réouvrir les écoles le 1er juin prochain, c'est le vœu des pouvoirs publics. Mais avec quelle certitude qu'élèves et enseignants ne seront pas accueillis par le Covid-19, le MRC critique l'approche du gouvernement qu'il trouve essentiellement exclusive. Quand le gouvernement ne fait pas de concertation avec les acteurs concernés jusqu'à la base, c'est-à-dire les parents que nous sommes, passant par les associations, les syndicats d'enseignants et autres, les enseignants et les différents acteurs se sentent comme si on est en train de les obliger à poser des actes ou à participer à un projet pour lequel ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Les relais des ministères de l'éducation de base et les enseignements secondaires dans les régions sont suffisants pour préparer la reprise annoncée pour les classes d'examen, les CM2 ou classe 6, les 3e et Form 5, les premières, les terminales ou OPA 6, Ag Georges Tegem du RDPC. Les inspecteurs d'arrondissement de l'éducation de base, les délégués départementaux des enseignements secondaires, et en plus, il y a un certain nombre d'acteurs du terrain qui travaillent en collaboration avec le gouvernement. Je pense que dans ce cadre, que le gouvernement a décidé d'arrêter la date de la reprise des cours. Le retour à l'école le 1er juin prochain concerne les classes d'examen. Le gouvernement table sur un effectif de 50 personnes par salle. Là aussi, il sera difficile de contrôler les mouvements et interactions entre les apprenants, d'après l'opposition. Elle relève qu'une politique efficace de développement des TIC aurait permis de favoriser le e-learning. On a perdu beaucoup de temps parce que le e-learning, pour ceux qui sont dans le secondaire, si le e-learning avait été développé avant, c'est que les enfants vont quitter la maison pour ceux qui sont dans les classes comme première et terminale pour aller directement composer. Et ceux qui sont en classe d'examen, qui font les licences, les masters et autres, devaient continuer à travailler et être prêts pour aller faire l'examen. Après 2 mois de suspension des classes, l'éducation devrait pouvoir reprendre, répond-on au RDPC. L'objectif des pouvoirs publics, c'est d'éviter une année blanche aux élèves et étudiants. Les parents d'élèves sont concernés au premier chef parce qu'il s'agit de leurs enfants et il me semble que ceci et toute la société camerounaise doit participer à cet effort de construction de l'avenir du Cameroun, car il s'agit bien du Cameroun de demain que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Entre l'urgence sanitaire et l'impératif éducatif, le gouvernement devra manœuvrer. Tout semble désormais reposer sur les mesures et autres kits barrières à déployer à 5 jours de la réouverture des campus scolaires et universitaires. Pleine épidémie du Covid-19 au Cameroun, dans un pays où le système de santé manque de ressources et matériel suffisant, le gouvernement est engagé à débloquer près de 4 milliards 197 millions de francs CFA représentant les primes accordées aux députés nouvellement élus. Selon une décision ministérielle, cette somme d'argent est destinée à l'achat des véhicules de fonction et équipements divers. Dans ce document officiel, il est précisé que cette somme sera imputée sur la ligne du budget de la présidence de la République du Cameroun au titre de l'exercice 2020. Les autorités camerounaises n'ont ni infirmé ni confirmé ce financement des véhicules de fonction au profit des députés camerounais, près de 4 milliards de francs CFA. Et toujours dans l'actualité concernant le traitement de cette pandémie du coronavirus, le professeur Didier Raoult, célèbre à Marseille en France pour avoir traité près de 4000 patients atteints du Covid-19, estime que son protocole de la chloroquine et la zithromycine, c'est un protocole efficace. Il balaie d'un revers de la main toutes les critiques formulées jusqu'ici concernant ce traitement et estime qu'il est efficace au regard des résultats qu'il a obtenus dans son centre situé à Marseille en France. Évocation dans ce reportage que signe Gladys Sidi. Une étude récente lie l'utilisation de la chloroquine à un risque de décès accru chez les malades de coronavirus. L'étude publiée dans la revue scientifique internationale de Lancet montre un excès de mortalité parmi 15 000 malades ayant reçu dans les 48 heures suivant le diagnostic de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Suite à ces révélations, le professeur Didier Raoult n'y croit pas du tout. On a clos notre première très grande étude
avec plus de 3600 patients, qui nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Donc on a, parmi les gens qui ont été traités, la plupart des gens ont été traités par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. Et dans ce groupe, la mortalité est de 0,5%, c'est-à-dire la plus basse au monde. Donc je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici elle sauve beaucoup de gens quand même. Donc c'est un point, et quand on compare avec des méthodes très sophistiquées les groupes thérapeutiques, parce que certains n'ont pas pu recevoir hydroxychloroquine et azithromycine, ou certains n'ont pas voulu prendre le traitement, ou certains sont arrivés trop tard avant de pouvoir recevoir le traitement, eh bien, on voit qu'il existe une différence significative quand on ajuste très très précisément sur l'âge les facteurs de risque entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui donnent de meilleurs résultats que les autres traitements qu'on connaît, et ces différences sont significatives. Mais nous, globalement, si vous voulez, on a fait ce que nous, on considérait comme étant notre devoir, c'est à soigner les gens. On a fait 130 000 tests de diagnostic par PCR chez près de 50 000 patients. On a fait des diagnostics de 5 000 cas. Bon, encore une fois, je vous dis, beaucoup ont été traités ici. Et donc, on estime qu'on a fait notre travail. Il n'est donc pas question de changer le protocole de traitement, martèle le professeur Didier Raoult. Pour lui, le problème peut se situer au niveau du dosage des produits administrés aux malades. Il n'accorde pas de crédit à l'étude récemment publiée dans la revue scientifique internationale de Lancet. Nous, ici, il nous est passé 4000 malades dans les mains. Ne croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout, qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée. C'est sûr, si vous prenez des hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, hein, si on en prend trop. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Vous savez, des électrocardiogrammes, ici on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, moi, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir si il existe une dérive de la recherche, des journaux de recherche médicale, ce que je crois. Si d'un coup, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant 2 mois et demi, c'est que je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous qui n'avons pas vu de malade, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas le croire. Alors que le débat autour de la chloroquine n'en finit plus, plusieurs pays l'ont pourtant adopté dans leur protocole de traitement contre le Covid-19. C'est le cas des États-Unis, de la Chine, de la France ou encore en Afrique, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'Afrique du Sud, du Togo, du Sénégal et même du Cameroun. Dans ce chapitre, l'Organisation mondiale de la santé suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine, décision qui fait suite à la publication d'une étude vendredi dernier dans la revue médicale de Lancet, jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre la maladie à coronavirus, décision de l'OMS de suspendre temporairement les essais cliniques avec ce protocole. Dans le reste de l'actualité, quelques jeunes activistes ont fait irruption devant la résidence privée du professeur Maurice Kamto à Yaoundé, se présentant comme un mouvement de patriotes. Ils disent dans une vidéo amateur qu'ils ont tenu à manifester devant son domicile pour accuser le président du MRC de tribalisme, lui reprochant son supposé soutien aux casseurs des ambassades. Et ces jeunes activistes l'ont mis en garde contre une tentative de déstabilisation des institutions. En réaction à cette manifestation anti-Kamto, le MRC affirme que c'est une milice constituée d'une vingtaine de jeunes qui a essayé d'entrer par effraction au domicile du président du MRC. Dans son communiqué, le secrétaire général de ce parti déplore une intervention tardive des forces de l'ordre et soupçonne une opération visant à porter atteinte à l'intégrité physique du professeur Maurice Kamto. À cet effet, je vous propose d'écouter Olivier Bibounissac, porte-parole de Maurice Kamto. Jour triste dans l'histoire de ceux
qu'on pourrait appeler la démocratie camerounaise, parce qu'aujourd'hui, devant un domicile privé, il s'est déroulé une série d'événements totalement inacceptables. Et avant toute autre forme de déclaration, je voudrais souligner la nécessité qu'il y a aujourd'hui pour tous les patriotes, pour tous les républicains, quel que soit le bord politique dont ils sont, de condamner, qu'ils condamnent sans réserve ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est inacceptable que la querelle politique soit déportée du champ public d'expression de cette querelle pour aller faire des intrusions dans le champ privé. Aujourd'hui, devant le domicile du citoyen Maurice Kamto, le président élu, une bande d'individus criant des slogans hostiles ont pris d'assaut son domicile et ont essayé de s'y introduire dans un premier temps. Repoussés par les éléments de sécurité, ils ont fait toute une manifestation avec un grabuge incroyable devant le domicile. Les menaces physiques sur la personne de Maurice Kamto ont été proférées. Il a été dit, entre autres, que le président de la République, c'est Paul Biya, et que le président de la République, ce n'est pas Maurice Kamto, et d'autres affirmations de cette nature-là. Une fois qu'ils ont fini leur manifestation, si on peut l'appeler ainsi, cette agression, cette attaque, ils ont pris le chemin, ont-ils dit devant témoins, le chemin du siège national du MRC. C'est ici le lieu de dire que le MRC, la Résistance nationale pacifique, et le président élu Maurice Kamto n'ont jamais manifesté, y compris au cœur des protestations les plus virulentes, n'ont jamais incité à manifester autrement ou ailleurs que dans l'espace public. Et il y a eu la réaction du président régional du SDF pour le littoral, l'honorable député Jean-Michel Nitieux, qui condamne avec la dernière énergie les actes d'intimidation perpétrés par des illuminés de nouveau genre à la résidence du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Il a déploré la passivité des forces de maintien de l'ordre rendues sur les lieux. Leur indolence affichée est suspecte à tous égards, fait savoir l'honorable député Jean-Michel Nitieux. Il estime que cette indolence est révélatrice des sombres desseins inavoués projetés sur les responsables des partis politiques de l'opposition. En cette période délicate et hautement sensible de la vie du Cameroun, l'honorable député Jean-Michel Nitieux interpelle le chef de l'État sur tout acte de violence physique ou d'assassinat qui pourrait survenir à la suite de cette tentative manquée à l'encontre du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, le député Jean-Michel Nitieux qui condamne cet acte d'intimidation. Au moment où ces actes d'agression se multiplient, il y a un débat de fond, celui sur le tribalisme, qui également pollue le débat politique au Cameroun. Quel est le diagnostic que posent les acteurs politiques? L'opposition dénonce un tribalisme d'État. Le RDPC balaie ces accusations d'un revers de la main, affirmant que c'est l'opposition qui surfe sur la fibre tribale pour tenter d'engranger les suffrages et la sympathie de leurs communautés respectives. Réaction dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. La question du tribalisme observé au Cameroun par certains acteurs préoccupe des hommes politiques du parti au pouvoir comme de l'opposition. Quand vous, du RDPC, convoquez la notion d'équilibre, c'est un équilibre de division du gâteau national. Nous, au sein de la Renaissance nationale, nous pensons que le Cameroun est une case nationale. Et quand on construit une case, on ne regarde pas la case sous le prisme du partage, mais de la contribution. Dans les germes de ce phénomène décrié par des hommes politiques de l'opposition, des membres du gouvernement transportent des frères et parents d'une administration à une autre pour gérer la fortune publique, tout cela au mépris des autres tribus. La technique de conservation du pouvoir vise à mettre les autres dans des confinements et puis gérer seul, n'est-ce pas, toute la diversité. C'est pour cette raison qu'on dit que tant que nous allons continuer avec le centralisme excessif, nous allons avoir ce problème
qu'on ne pourra jamais gérer. Au sein de l'opposition, l'on croit que l'administration publique est gangrénée par des élèves qui cultivent le tribalisme à travers des faits et gestes. Faux, réplique le militant du RDPC. Vous vous dérapez en disant effectivement il y a une méditation qui est forcément tribaliste. Dans le monde dans lequel j'ai souvent évolué, cette notion de composant sociologique là est très souvent arrivée. Effectivement, je suis d'accord avec votre constat, c'est foiré pour nous tous. Mais quand on dit c'est foiré pour nous tous, c'est pas le responsable n'est pas forcément en face. Nous-mêmes sommes également responsables parce que nous tenons très souvent des discours tribaux. Ces acteurs politiques invités à droit de réponse ont suggéré des pistes de solutions afin que le tribalisme tant évoqué trouve refuge ailleurs. Pour que le tribalisme disparaisse, il faut que les populations localement soient impliquées dans le développement de leur localité, de leur commune. Pour que justement toutes les questions, absolument toutes les questions ne soient pas du ressort du chef de l'État qui finalement a les pouvoirs d'un Dieu sans être un Dieu. Il vaut mieux travailler ces choses-là là-bas de telle manière à ce qu'on puisse avoir une assise nécessaire pour pouvoir voir le comportement rationnel qu'il doit avoir à l'intérieur de la société. La question du tribalisme reste le principal écueil à la cohésion nationale. Le père jésuite, un prêtre, Ludovic Lado, invité de l'émission La Vérité en face, a diagnostiqué les attitudes des politiques au Cameroun depuis les élections présidentielles de 2018, surfant sur la fibre tribale, agitant cette fibre afin de s'attirer les faveurs ou alors de bénéficier des positions de rente. Après son diagnostic, il propose des solutions pour lutter contre le tribalisme au Cameroun. Je vous propose de suivre ce morceau choisi. Pour moi, bien évidemment, il s'agit de l'instrumentalisation politique de l'ethnicité. Et je regrette de le dire, certains médias de la place n'y ont pas aidé. Je préfère ne pas les citer. Mais quand on donne la parole à des leaders d'opinion sur une chaîne, à la limite nationale, pour stigmatiser d'autres groupes ethniques ou des groupes ethniques en particulier, je me dis, on joue avec le feu. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, c'était de l'irresponsabilité au niveau de la gouvernance. Il y a une mission, n'est-ce pas? Le gouvernement a une mission de protection, n'est-ce pas, de l'unité nationale, et puisque c'est de ça qu'on parle, il ne devrait pas permettre que, effectivement, des leaders d'opinion se déploient pour stigmatiser les groupes ethniques. C'est l'une des artistes musiciennes les plus talentueuses de sa génération. Auteure, compositrice, Charlotte Dipanda est sortie des studios de production pour s'exprimer, cette fois-ci à cœur ouvert, sur la gouvernance du Cameroun. Elle a avoué sa déception devant l'incapacité des dirigeants à améliorer les conditions de vie des Camerounais, à impulser un développement économique, social et culturel depuis une trentaine d'années. Pour Charlotte, seule l'alternance au sommet de l'État peut contribuer à l'émergence du Cameroun. Elle a fait savoir dans une interview accordée à la journaliste Eke Abadou de la Voix de l'Amérique. Je vous propose de suivre ce morceau choisi de la sortie de Charlotte Dipanda sur la gouvernance au Cameroun. Même quête, j'essaie juste de les traduire à ma manière. Un adage camerounais dit « Si on t'explique le Cameroun et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué ». Alors Charlotte Dipanda, vous êtes camerounaise, vous avez grandi au Cameroun, vous avez même fait une part de vos études dans une autre région que celle de votre naissance. Grâce à vos tournées, vous avez pu découvrir le Cameroun et ses différentes régions. Alors depuis que vous êtes petite, vous avez connu le même président, Paul Biya. Une partie de la population s'en insurge, n'est pas du tout satisfaite de cela, tandis qu'une autre s'en accommode très bien. Vous, quelle est votre position ? Effectivement, j'ai vraiment eu la chance en tant que Camerounaise d'aller dans plusieurs régions du Cameroun. C'est un atout parce que les Camerounais à l'intérieur du pays ne voyagent pas beaucoup. Donc chacun reste dans sa région, reste dans sa ville. Souvent on grandit et puis les autres on les voit toujours comme si c'était un peu des étrangers. D'où l'appellation de l'Afrique en miniature. C'est vraiment un pays qui du nord au sud est complètement différent. Les gens
ont des postures différentes, des cultures différentes. D'ailleurs, on a presque plus de 200 langues au Cameroun. D'où la difficulté même pour un chef d'État de diriger tous ces Camerounais de tous bords, différents. Mais j'avoue que moi, par exemple, je n'ai connu que le président actuel. Qu'est-ce que ça me ferait du bien d'avoir une autre proposition, de se dire que c'est une époque qui est inéluctablement révolue aujourd'hui et qu'on a besoin de voir ce que ce pays peut apporter à cette jeunesse-là qui est différente. Parce que c'est une jeunesse qui est ouverte aussi à l'extérieur, qui voit ce qui se passe ailleurs et qui a le devoir, en tout cas l'espère aussi pour son pays. Donc moi je pense que il est temps qu'on nous propose autre chose, il est temps que le Cameroun se développe, parce que tant qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance sans rancune. Morceau choisi de la sortie de Charlotte Diponda sur La Voix de l'Amérique. Vous retrouvez l'intégralité de cet entretien qu'elle a accordé à cette chaîne américaine juste après l'émission Equinox Soir. Intégralité de l'entretien de Charlotte Diponda accordé à notre consoeur Ekia Badou de La Voix de l'Amérique. C'est à suivre sur Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelet, vous avez dit 1er juin, rentrée de tous les dangers, ou bien reprise des classes de tous les dangers. Il y a des syndicats d'enseignants et de nombreux parents d'élèves qui sont inquiets sur l'absence d'un plan pédagogique et sanitaire spécial pour l'encadrement des enfants durant cette rentrée du 3e trimestre. Au regard du risque élevé de contamination au Covid-19, des syndicats se plaignent qu'il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement pour leur permettre de respecter les gestes barrières, encore moins pour les enfants. Ils estiment que le gouvernement a la première responsabilité de mettre à leur disposition ces moyens. Ils se plaignent de l'absence de consultation préalable avant de procéder à cette programmation de la rentrée du 3e trimestre. Et vous les avez suivis, ils sont favorables au report de la rentrée pour de nouvelles discussions et consultations afin de mieux clôturer l'année scolaire 2019-2020. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.